Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire quelque chose d'important. Batcarré est un média entièrement indépendant porté par 4 réunionnais bénévoles. Depuis 5 ans, on consacre nos soirées, nos week-ends et une bonne partie de nos vies pour raconter la Réunion. Mais pour continuer à produire tout ce contenu, on a besoin de vous. Si Batcarré vous a appris quelque chose, ému, fait rire ou réfléchir, vous pouvez nous soutenir dès 1 € par mois. Ça peut paraître symbolique, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à financer le matériel, les logiciels, les monteurs et à garder Batcarré libre et vivant. On compte vraiment sur votre soutien. Le lien pour faire un don est en description. Merci, bon paix la Réunion. Cliquez, craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Batcarré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Batcarré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Lucie. Salut Fabienne, comment il est? Léla, au thé, moi les pressée que Soleil revienne à Paris, m'y rêve de la Réunion encore plus que d'habitude en ce moment. M'y comprend parce que moi-même, m'a surpris à moi, à réjouir que 0 degré c'était bien, avec les moins 15 qu'on a depuis quelques semaines, réchauffe un coup notre cœur, c'est qui ôte l'invité du jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode de Batcarré la chercheuse Morgane Andry. Morgane est docteure en sciences du langage à l'Université de La Réunion. Elle travaille sur les représentations à travers les mots et le langage et ce que cela dit sur notre société. Elle a notamment travaillé pour sa thèse sur la représentation de l'île de la Réunion à travers les discours de promotion touristique, c'est-à-dire les guides principalement. Donc toi qui es notre rédactrice favorite du Lonely Planet, j'imagine que c'est un sujet qui t'a particulièrement intéressé et peut-être même challengé? Oui, absolument, et vous allez pouvoir l'entendre dans cet épisode. À travers le travail de Morgane, on a pu explorer les mots, les images, l'imaginaire attaché aux îles et à la Réunion, mais aussi aborder plein d'autres sujets comme la langue créole dans l'espace numérique et des œuvres de la culture populaire qui font également partie de ces sujets de recherche. Ça donne envie de se plonger dans ses travaux et découvrir son travail, alors il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Morgane, bienvenue dans Batcarré. Bonjour Fabienne. Tu es docteur en sciences du langage à l'Université de La Réunion, spécialiste des représentations sociales, en particulier des discours touristiques, et c'est précisément par ce biais que nous avons découvert ton travail chez Batcarré. Et tout d'abord, les présentations. Tu es dans un vol Paris-Réunion, comment est-ce que tu te présentes ? La question est joliment posée. Généralement, quand je me présente, je parle forcément de mon travail parce que c'est la chose qui me tient le plus à cœur dans la vie. Donc c'est vrai que quand on parle de sciences du langage, c'est quelque chose d'un peu abstrait. Surtout que on a 2 domaines d'études qu'on privilégie dans mon laboratoire. On a tout ce qui est linguistique pure, c'est-à-dire la science qui étudie le langage humain et le fonctionnement des langues. Mais on a aussi le côté socio-linguistique qui étudie donc la relation entre la langue et la société. Et c'est exactement ce que tu disais par rapport à toutes ces questions de représentation sociale. Donc je vais plutôt me présenter comme une sociolinguiste qui étudie le plurilinguisme à La Réunion, les questions de représentation touristique, mais aussi j'ai essayé de diversifier mes travaux par rapport à des articles sur la pop culture notamment, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément aussi. Donc finalement, ma méthodologie reste souvent la même, mais je diversifie les sujets d'études. Effectivement, c'est par l'intitulé de ta thèse qu'on a pour la première fois découvert ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement avant qu'on creuse un peu les sujets autour de la Réunion et des représentations touristiques ? Mon travail de thèse, effectivement, était centré sur la représentation de la Réunion dans les discours touristiques, les discours promotionnels. Au début, mon projet de thèse, c'était vraiment d'essayer de
d'avoir un état des lieux de comment est-ce qu'on parle de la Réunion en France hexagonale. Comment est-ce qu'on présente la Réunion comme une destination touristique. Au tout début, je me suis procuré 3 guides touristiques, le Lonely Planet, le guide du GeoGuide et le Petit Futé. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ces 3 guides-là pour savoir ce qui les rassemblait et ce qui les différenciait. Donc est-ce que l'un des 3 guides avait quelque chose de plus ou de moins à dire sur la Réunion? Est-ce qu'il y avait des formes de jugement parfois? Et surtout les stéréotypes qui circulent sur la question de l'insularité. Donc à partir d'un premier constat sur vraiment purement descriptif, qui se traduisait à l'écrit par des élaborations de tableaux où je mettais des points soit négatifs, soit positifs, soit neutres sur ce que disaient ces guides-là. À partir de ce premier rapport, on va dire, je me suis demandé qu'est-ce que la Réunion a de plus? Comment est-ce qu'on arrive à savoir qu'on parle de la Réunion et pas de l'île Maurice, par exemple? Et donc là, ça a été vraiment une grosse partie du travail qui a été donc de regrouper un corpus de plusieurs discours touristiques sur 12 destinations insulaires, françaises ou non. Donc à partir de là, j'ai pu déterminer une sorte de fil rouge sur comment est-ce qu'on parlait d'une île, comment est-ce qu'on parlait d'une île française et comment est-ce qu'on parlait des îles qui n'étaient pas françaises. Donc finalement, pour pouvoir travailler sur la Réunion, tu as dû couvrir beaucoup plus d'îles et beaucoup plus de terrain pour pouvoir un peu comparer et avoir tout un corpus de travail assez large. Oui, au début, justement, c'était pas du tout prévu dans mon projet de thèse, mais en me rendant compte de ce premier constat, l'aspect comparatif était presque obligatoire finalement pour pouvoir tirer de bonnes conclusions. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet ou ce thème autour du tourisme ? Alors, c'est vrai qu'au début, en général, les doctorants poursuivent les premières recherches qu'ils ont établies en master. Sauf qu'il faut savoir qu'en master, j'ai plutôt fait une recherche-action, mais ma première recherche portait sur la représentation des animaux dans le langage à La Réunion. J'emploie volontairement ce terme recherche-action, même si peut-être mon directeur de l'époque ne serait peut-être pas d'accord. Mais je sais que personnellement, j'ai voulu travailler là-dessus parce que la cause animale me tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que moi je préfère employer le terme recherche-action, qui avait peut-être un petit côté militant par rapport à ce travail de master. Et je voulais justement partir sur quelque chose de totalement nouveau pour le doctorat et justement ne pas me laisser perturber par des valeurs qui me sont propres ou des choses que je cherchais à défendre, par exemple. Donc je voulais choisir un sujet qui était un petit peu plus éloigné de moi, même si évidemment qu'en tant que réunionnaise, je voulais lire de jolies choses sur la Réunion, c'est logique. Mais c'est vrai que j'avais un peu plus de recul sur ce sujet-là plutôt que sur le sujet autour des animaux. D'accord, donc il y avait un peu un souci de distance tout en tout en restant sur un thème qui vous intéresse en fait, enfin qui t'intéresse, pardon. Oui, voilà, on n'est jamais totalement objectif en sciences, que ce soit en sciences humaines ou en sciences dures, mais quand même, il y a des sujets qui nous touchent plus que d'autres. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait que tu dises d'ores et déjà que c'était dans une démarche de prise de distance que tu as choisi ton sujet de thèse, parce qu'en parcourant un peu les articles que tu as publiés et les sujets sur lesquels tu as travaillé, moi j'ai trouvé qu'il y avait, sans forcément les avoir lus, qu'il y avait une teinte assez engagée malgré tout dans les recherches et les domaines de recherche que tu as couverts et que tu couvres. C'est vrai que là, on parlerait plutôt de l'aspect de la réception de ces articles-là, parce que moi, dans ma posture de recherche, ce n'est pas du tout quelque chose que je mets en avant, contrairement aux articles, un article par exemple que j'ai pu écrire qui était la relation femme-homme-animal
celui-là, je sais que c'était un article quand même assez engagé. Donc là, on aurait plutôt affaire à une problématique sur la réception de ces articles. Mais personnellement, je n'ai pas de posture engagée lorsque je parle de la Réunion, finalement. C'est très intéressant. Et en regard par rapport à ce qu'on vient de dire sur la réception, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu cherches à montrer à travers ton travail ? Sans parler forcément d'engagement ou de militantisme, en fait, mais plus dans ton approche de à quoi sert ta recherche, de ton point de vue, peut-être pour la Réunion ? Ce travail vraiment sur le tourisme en général, je l'ai commencé en 2018. Et c'est vrai que c'était un gros manque dans la littérature scientifique insulaire. Insulaire, de la Réunion plutôt. On trouvait énormément d'articles chez les géographes réunionnais, mais on avait vraiment très peu de ressources en linguistique créolophone et en linguistique au sein de mon laboratoire, donc le LCF à l'Université de La Réunion. Et c'est vrai que par rapport à ce constat, je me suis dit, bon, peut-être que les questions des géographes n'étaient pas les mêmes qu'on pouvait se poser en tant que linguiste. Donc j'ai voulu essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice en travaillant sur une question qui est pas forcément boudée, mais qui est très peu exploitée au sein de notre laboratoire, qui focalise beaucoup sur le créole réunionnais, par exemple, le plurilinguisme, etc., dans l'espace public et médiatique. Moi, j'ai voulu travailler sur quelque chose d'un petit peu différent et qui sortait de ce vivier de recherche qu'on avait depuis plusieurs années. Donc ça, c'était mon constat en 2018. Et puis maintenant, plus le temps passe, plus je vois que finalement, ce travail-là était quand même important par rapport à tous les discours qui ont émergé sur les réseaux sociaux suite à ça. Donc toutes les vidéos qu'on peut voir sur les plateformes de personnes qui ne sont pas professionnelles du tourisme, mais qui vont adopter un peu un regard de guide sur la Réunion, donc que ce soit des Réunionnais ou que ce soit des touristes qui vont adopter ce regard-là aussi. Donc je trouve que c'était un petit travail préliminaire qui peut justement encore être étudié et il y a encore beaucoup de portes à ouvrir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as appris au terme de ce travail de recherche ? Quelles ont été tes conclusions et éventuellement ton ouverture suite à ce travail ? Le travail final a donné lieu à une représentation qu'on dit endogène, c'est-à-dire ce que la Réunion dit sur la Réunion, et un discours exogène, c'est-à-dire ce que l'Hexagone dit sur la Réunion. Donc on avait un peu cette confrontation de deux discours, le discours de l'ici et le discours de l'ailleurs. Ça, c'est plutôt un terme géographique. Et du coup, j'ai voulu savoir qui influençait qui. Est-ce que c'était complémentaire ou est-ce que c'était totalement antinomique ? Et finalement, on se retrouve, en tout cas c'était mes conclusions, on se retrouve sur une posture des professionnels du tourisme de la Réunion qui s'alignent sur le discours hexagonal. Et c'est en cela que s'est ouvert une autre porte encore de mon travail qui était de parler du post-colonialisme. Et ça encore, ce n'est pas un choix, c'était sur la base d'un constat, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi pendant ce travail-là. Donc je n'ai pas cherché encore une fois à travailler sur le post-colonialisme, c'était mes résultats qui m'ont guidée sur cette voie-là. Et donc j'en ai parlé parce que finalement l'Hexagone dirige un peu la représentation de la Réunion dans les contenus promotionnels. Et quelle est cette représentation alors ? Donc souvent ce qu'on retrouve, j'avais analysé par exemple des vidéos de l'IRT à l'époque. On retrouvait tout ce qui était l'héliocentrisme, c'est-à-dire cette ode au soleil par exemple, tout ce qui a trait à la plage, à la représentation de la mer, etc., tout le littoral. Et plus le temps avançait, plus on avait ce que Christian Germanaz appelle du bleu au vert,
Donc, c'est-à-dire le fait on migre d'une représentation très dirigée sur les littoraux à une représentation qui met un peu plus en valeur les cirques et les hauteurs de la Réunion. Donc finalement, si on a une approche sur le temps, donc plutôt diachronique, on va voir que cette représentation de la Réunion évolue en fonction de l'actualité. Par exemple, la pandémie de Covid-19 a été vraiment très parlante sur cet aspect-là. On a essayé, par exemple, de créer plutôt une représentation de la Réunion qui se présentait comme un refuge, un endroit isolé du monde, et on est retourné finalement vers cette représentation de l'île totalement perdue dans l'océan Indien qu'on avait perdue quelques années plus tôt, où on parlait beaucoup, par exemple, de la Diagonale des Fous ou de toutes les activités sportives et collectives qu'on pouvait trouver à La Réunion. Là, on était passé sur quelque chose d'un peu plus protégé. Donc, la représentation n'est pas figée, elle dépend d'énormément de facteurs, mais c'est vrai que mon point de vue, en tout cas, était de dire que la représentation était dirigée par l'Hexagone, étant donné qu'on mettait toujours en avant des choses plutôt stéréotypées du point de vue insulaire qui se retrouvent dans les discours sur l'île Maurice, sur Rodrigue, etc. Donc c'est là où on peut parler d'un discours dominant de l'Hexagone et finalement de discours post-colonial, dans le sens où on ne cherche pas à mettre en avant les singularités de la Réunion, mais on cherche à faire correspondre la Réunion à des stéréotypes hexagonaux. Est-ce que dans tes recherches générales sur l'insularité et sur les autres îles qui ont pu constituer ton corpus de départ, tu as remarqué que c'était toujours le même discours qu'on calquait sur les îles et qu'on n'arrivait pas à les distinguer ? Alors on a beaucoup parlé de géographie, mais on pourrait aussi parler des pages des guides consacrés à la population locale. Donc que ce soit par exemple à La Réunion, à Mayotte ou même sur Maurice, on aura déjà cette catégorie population. Alors que La Réunion est française, donc ça paraît un peu curieux d'avoir cette mention population. On retrouve des choses par rapport à ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sous-catégorie qui traite de la question de la femme réunionnaise, de la femme mauricienne, etc. Et c'est là où je voyais une régularité dans les discours, c'est-à-dire que même si on parle d'une île française, on aura toujours des détails sur cette question-là, et on essaie de montrer que la femme réunionnaise n'est pas totalement la même que la femme française. Dans les guides, on se retrouve avec des phrases comme la ménagère réunionnaise cuisine au feu de bois, et avec vraiment du présent dans leurs phrases, du présent de vérité générale, comme si toutes les femmes réunionnaises cuisinaient tous les jours au feu de bois, par exemple. Donc là, on est clairement sur un cliché. Celui-là, il m'a vraiment pas choquée, je pourrais pas dire choquée, mais je trouvais ça vraiment curieux de voir ce genre d'assertion qui était posée dans un guide touristique. Mais on retrouve aussi cette image du carrier au feu de bois dans les promotions insulaires, enfin endogènes, que ce soit au niveau de l'IRT, et même la promotion des influenceurs locaux qui vont essayer de promouvoir la Réunion en montrant cette image du carrier au feu de bois. Évidemment, c'est une singularité, contrairement à la cuisine française traditionnelle, mais on a l'impression qu'on essaie de faire passer ça comme quelque chose qui arrive au quotidien dans les familles réunionnaises, alors que ce n'est pas le cas. Et puis, en dehors de ça, on a aussi la représentation de la femme insulaire. Donc, on va avoir donc déjà cette représentation un peu qui correspond plutôt au siècle dernier, on va dire, de la ménagère
de la famille, mais aussi la représentation sur le corps de la femme insulaire. Donc on va avoir beaucoup de choses. J'avais écrit un article là-dessus sur l'altérité finalement. On essaye vraiment de créer un fossé entre les femmes françaises et les femmes insulaires. Et là-dessus, on aura quand même quelques différences. On ne présente pas la femme mahoraise exactement de la même manière que la femme réunionnaise ou mauricienne. On emploie beaucoup de termes issus de la langue locale pour parler de ça, donc ça rajoute encore une dose d'exotisme sur ces représentations-là. Donc on essaye vraiment de tout faire, j'ai l'impression, pour sortir des carcans du quotidien hexagonal. Du coup, je voulais reprendre par rapport à ce que tu disais sur un discours dominant qui viendrait de l'Hexagone et qui en fait véhicule certaines attentes par rapport à l'insularité. Et je voulais revenir un peu sur justement, tu parlais de l'image de la femme insulaire. Quels sont en fait un peu les clichés autour des îles? Je pense que ce n'est pas un stéréotype lié directement au discours touristique, c'est vraiment quelque chose qui est rentré un peu dans la société, j'ai l'impression, parce que on retrouve ce discours-là ailleurs que dans le tourisme. C'est vraiment cette idée de la femme solaire, la femme bronzée, évidemment, avec des tenues très colorées, avec des tenues traditionnelles aussi. Donc ça, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, on a toujours des informations sur les tenues de la destination en question. Sur le côté du tempérament aussi, je me souviens le petit futé disait que avait fait une espèce de tentative d'humour, je pense, mais je me rappelle très bien de cette phrase. C'était de l'humour, mais aussi un conseil vis-à-vis des touristes qui leur disait attention, si vous essayez d'arracher des tantines à leur bougue, c'était vraiment écrit avec ces termes-là, que du coup la femme réunionnaise ne se laisse pas faire, etc. Et je me souviens d'avoir lu ces termes-là. Je me suis dit, bon, ok, ils essayent d'utiliser des mots créolophones, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de dégager déjà cette représentation de la femme réunionnaise de 1, et de 2, pourquoi est-ce que tout de suite, lorsqu'on parle de la femme réunionnaise, on a une tentative de séduction de la personne qui vient d'ailleurs? Enfin, c'est très particulier comme Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant, et en plus dans cette phrase on a un peu l'impression que du coup c'est un peu l'homme qui décide. Il y aurait un homme étranger qui viendrait arracher la femme à un autre homme. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Et ça, c'est vraiment le discours du guide de 2018, quoi. C'est pas si vieux. Ouais, c'est sûr. Et je trouvais ça vraiment intéressant aussi ce que tu disais tout à l'heure sur l'image qu'on pourrait donner de la ménagère qui cuisine au feu de bois. Et en fait, en t'écoutant, je me rends compte que nous, en tant que Réunionnais qui ont quitté l'île, et en fait, c'est une réflexion qu'on s'est fait aussi au sein de l'équipe Bas de Carré quand on prépare certains de nos contenus. On a eu l'impression que quand on est loin de la Réunion, en fait, il se crée un peu une nostalgie de certains aspects de l'île. Et effectivement, même si chez nous on cuisine pas du tout on fait pas du tout le carré au feu de bois tous les jours. En tout cas, c'est pas du tout chez tout le monde que ça se passe comme ça. On a tendance nous-mêmes à finalement je ne sais pas si c'est de l'intériorisation de ce type d'image, mais j'ai l'impression que malgré nous, ou parce qu'on est très entouré de ces représentations qu'on identifie à La Réunion, que nous aussi on peut se mettre à véhiculer ce type de stéréotypes par nostalgie, ou plus parce qu'on a envie de nous parler de notre île à l'extérieur, et du coup on s'appuie sur des images qui peut-être sont déjà très présentes dans l'imaginaire, et comme on s'appuie sur des choses, des représentations que les gens connaissent déjà, et ben on contribue à les véhiculer aussi sans se dire sans avoir forcément toute cette réflexion autour du fait que ça véhicule un stéréotype en fait.
C'était pas une question, pardon, mais... Oui, non, c'est intéressant comme réflexion. Je pense que c'est vraiment le fait qu'on tienne à la tradition. Donc là-dessus, c'est plutôt normal. Mais il n'empêche que, comme en France ou ailleurs, les choses traditionnelles ne font pas forcément partie du quotidien. Et c'est là où il y a un... J'ai pas envie de dire un problème, mais il y a une confusion, on va dire. Ça va être de rendre quotidien quelque chose qui est quand même de l'ordre du ponctuel, du festif. Je pense que on veut mettre en avant des singularités de l'île, et c'est normal, mais c'est un peu une exagération, en fait, j'ai l'impression, de ces images-là, d'images traditionnelles, etc. On peut porter des tenues traditionnelles, mais est-ce qu'on va les porter tous les jours ou est-ce qu'on va les porter pendant des fêtes, pendant des représentations au théâtre, je sais pas. En fait, je trouve que l'idée de parler des singularités est totalement légitime, mais il ne faut pas. J'ai pas envie, j'aime pas du tout parler de ce genre de choses parce que je ne prescris rien, je ne dis pas ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Mais il faut peut-être faire attention à doser, en fait, par rapport aux images qu'on véhicule. Ce serait ça. Et ne pas faire en sorte que ça ne devienne pas une caricature, en fait, C'est ça. de la réalité, ou que ça la travestisse dans une certaine C'est mesure. ça, parce que si on parle de l'image, je connais pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur la même chose, mais pour la représentation de la Suisse ou pour des représentations d'autres territoires. Par exemple, l'image du français avec son béret et son, je sais plus comment ça s'appelle, le haut blanc avec les lignes bleues. La marinière. Oui, la marinière et le béret français. Par exemple, là, on a vu des images dans le jeu vidéo. Expédition 33 avait reçu pas mal de prix. Oui. Et les créateurs du jeu sont allés à la cérémonie avec cette image, en portant cette image-là sur eux, du béret et de la marinière, par exemple. Pourquoi ? Parce que pour montrer qu'ils étaient français, pour que ça se voit directement sur les images et qu'on ne se trompe pas de se dire « Ah bah eux, c'est forcément des Français ». Donc ça peut être utile de donner de la visibilité, comme voilà, par exemple je ne regarde pas, donc je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais au concours de Miss France, est-ce que chaque Miss arbore une tenue traditionnelle de sa région ? Là, ce serait légitime de porter une tenue réunionnaise pour une Miss Réunion qui représente la Réunion en France. Mais de faire croire peut-être que tout le monde s'habille comme ça tous les jours, là, je trouve que on part un peu sur de l'exagération. Oui, et puis c'est faux, puisque de toute façon, c'est pas le cas. C'est ça. Et c'est un peu aussi la représentation qu'on a dans les dessins animés. Par exemple, je pense à Lilo et Stitch. Tu vois la grande sœur de Lilo, il me semble, qui porte un jean. Et là, ça casse totalement cette idée de stéréotype. Pourtant, le film date pas d'hier, il a quand même quelques années. Donc là, on voit qu'on n'était pas sur du cliché, par exemple. Oui, je vois. Et en fait, je voulais te demander en quoi ce travail, ces conclusions que tu as auxquelles tu as pu arriver après ta thèse, sont en fait menées vers une perspective post-coloniale, enfin, t'ont poussé à étudier la chose d'un point de vue post-colonial. Je pense que cette idée de post-colonialisme s'est imposée dès lors où j'ai été confrontée à ces constats sur la population locale. Donc dans les discours exogènes, c'est-à-dire que on essaie de créer un décalage entre la population française et la population réunionnaise. Et ça se retrouve totalement pendant la période du colonialisme.
ce sont les mêmes mécanismes finalement d'essayer de créer des fossés, de créer des différences entre les gens. Ça crée des divisions et finalement, peut-être que pour un touriste qui ne connaît pas du tout la Réunion, qui va lire ces discours de la part de guides touristiques, il va se mettre dans une posture où il va voir le Réunionnais, la Réunionnaise, comme quelqu'un de totalement différent des Français généralement. Donc déjà, ça donne peut-être de mauvaises informations, ça biaise déjà un regard qui n'est même pas encore posé sur la Réunion. Parce qu'en général, on utilise un guide touristique pour préparer son voyage. Donc en lisant ce genre de lignes, déjà, on donne des idées, qu'elles soient fausses ou vraies, mais on donne des idées préconçues à quelqu'un qui est en préparation de voyage. Donc déjà par rapport à ça, je pense qu'on peut parler légitimement d'une continuité coloniale. Déjà voilà, par rapport à ce constat qu'on divise. Je vais peut-être poser une question à cette suite un peu délicate, mais selon toi, qui bénéficie de ce type de promotion finalement aujourd'hui ? Qui en bénéficie ? Je pense que de toute façon, tous les discours touristiques existent pour faire vendre. Donc évidemment, un guide touristique papier, s'il décrivait la Réunion comme une terre un peu différente, mais pas trop, évidemment, ça ne ferait pas vendre autant que ce qui existe déjà. Je pense que ce soit du côté des promoteurs hexagonaux que des promoteurs locaux, l'idée c'est de faire vendre. Et quand on veut vendre un produit, parce que finalement la Réunion devient un produit, on va partir sur des termes très axiologiques, beaucoup d'adjectifs qualificatifs qui soit édulcorent certaines problématiques, soit qui rendent quelque chose qui, aux yeux des Réunionnais, peut passer pour quelque chose de banal, va être quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui se rend à La Réunion. Par exemple, alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que si on continue avec l'exemple du curry au feu de bois, on va avoir pléthore de commentaires de cuisine merveilleuse qui fait voyager, multicolore, avec plein de couleurs, des descriptions vraiment exotiques pour le coup. Mais par contre, quand on regarde certaines choses plus négatives sur la Réunion, par exemple les attaques de requins, là, on va avoir quasiment, je pense, quelque chose de très édulcoré. On ne donne pas vraiment toutes les données. On va peut-être cacher certaines informations dans les guides touristiques. On ne va pas établir le nombre de décès qu'il y a eu par rapport aux attaques de requins, etc. Donc alors que c'est quand même super dangereux. Oui, oui, totalement. Et ça arrive, c'est vraiment des choses qui arrivent. Même le fait de peut-être éviter de dire que toutes les plages ne donnent pas lieu à des baignades aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui pensent qu'on peut se baigner aux quatre coins de l'île alors que ce n'est pas le cas. On va pas se baigner ici à Saint-Philippe. Donc ouais, c'est très intéressant, autant du côté de l'axiologie positive, donc toutes ces images qui font voyager, et autant sur l'aspect un peu plus négatif qu'on va camoufler. Je me demandais, oui, par rapport à du coup ces descriptions qui finalement découlent, perpétuent un système qui est dans la continuité coloniale, qu'est-ce qui changerait si on changeait ces descriptions justement ? Oui, c'est un peu une question d'éthique du tourisme finalement. Je trouve, pour en avoir consulté pas mal ces derniers temps, parce que j'ai des petits chantiers de recherche à droite à gauche, donc j'ai beaucoup regardé certains vlogs
des touristes en vacances ici. Et c'est vrai qu'on a peut-être une représentation plus authentique sur des vlogs qui sont partagés de manière pas forcément scénarisée, qui peuvent être très longs pour le coup, mais qui ne sont pas du tout scénarisés, pas du tout préparés. C'est vraiment quelqu'un qui arrive ici, qui prend sa caméra et qui filme toute sa journée. Donc sur une représentation, enfin un discours donc qui est proposé à travers les yeux d'un touriste qui se promène à La Réunion, je trouve de l'authenticité dans ces contenus-là. Après, on a la problématique moins éthique, pour le coup, des influenceurs qui vont beaucoup scénariser, qui vont avoir l'objectif de vendre La Réunion, encore une fois. Donc, est-ce qu'ils travaillent sur la base d'un partenariat, ce qui expliquerait la façon qu'ils ont de travailler? Ça me paraîtrait assez logique. Mais en tout cas, cette deuxième partie d'influenceurs vont se calquer sur les discours qu'on retrouve dans les discours exogènes et endogènes de cette promotion et de toutes ces caractéristiques qui sont très, très palpables à chaque fois. Il faut qu'on parle de la mer, du soleil, des choses exotiques, que ce soit dans la nature, la flore, la faune, des personnes qui sont peut-être habillées différemment pour une raison X ou Y, le fait que les religions aient une forte représentation dans certaines villes comme Saint-Denis, où on peut voir une église en face d'un autre bâtiment religieux d'une autre religion, etc. Donc, on voit certains contenus d'influenceurs qui se calquent sur les discours déjà existants. Et c'est là qu'on voit se creuser un fossé entre quelque chose d'authentique et quelque chose de déjà programmé. On sait très bien ce qu'on veut montrer et ce qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux. Donc ce serait bien justement peut-être de s'interroger sur cette question d'éthique. Qu'est-ce qui pourrait s'éloigner d'une potentielle représentation post-coloniale? Donc de parler de la population, effectivement, ça fait partie du décor, mais est-ce qu'on n'aurait pas moyen de montrer ça d'une manière différente? Voilà, certains influenceurs, créateurs de contenu qui vont à la rencontre de personnes quasiment 100% créolophones, ça pourrait laisser croire qu'il y a uniquement des créolophones sur l'île qui sont forcés de parler français dans les administrations et à l'école. Donc ça donnerait encore plus de poids à cette question de diglossie, de se dire que le français prime sur le créole. Voilà, la langue, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'exotisation de la langue créole. Quand on voit les discours hexagonaux emploient des termes créolophones justement pour exotiser le discours, on reste encore une fois dans cette question post-coloniale. Oui, en fait, on s'aperçoit que la façon dont on décrit et dont on parle de l'île reste un peu figée dans des attentes et une certaine représentation qu'on aurait de l'ailleurs. En fait, on est toujours dans une opposition avec ce que une personne qui vivrait en hexagone et aurait son quotidien ici, finalement, ce qu'on se sent obligé de lui proposer, c'est quelque chose qui est dramatiquement différent de son vécu quotidien, en se disant que c'est ça qui va l'attirer et que finalement, en lui proposant quelque chose où il pourrait retrouver de la familiarité, parce qu'il y en a quand même, il y a quand même une continuité culturelle et d'habitude, je pense, entre la vie des Réunionnais, même si elle est différente à maints égards, et quelqu'un qui vit en hexagone. Mais en fait, ça, c'est jugé comme moins attractif que vendre une image qui serait complètement différente. Alors là, ce serait peut-être plutôt en tant que lectrice et pas en tant que chercheuse. Moi, j'ai l'impression qu'on donne
cette image de la Réunion totalement isolée et qui ne subit pas les conséquences de la mondialisation, par exemple. C'est très rare qu'on va voir, par exemple, quand on parle de la cuisine ou manger à la Réunion, par exemple, on va mettre en avant tous les restaurants qui proposent des plats traditionnels, des currys, etc. Mais est-ce qu'on va ne serait-ce que mentionner qu'il existe des McDonald's à La Réunion, par exemple? Et le fait de ne pas le dire, en fait, l'absence de certaines notions thématiques veut dire déjà quelque chose. En fait, c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est que on travaille sur le texte, qu'est-ce qui est dit, mais on peut aussi travailler sur ce qui n'est pas dit. Et le fait qu'on ne parle pas des conséquences de la mondialisation sur La Réunion, ça dit déjà quelque chose finalement. Oui, en fait, on perpétue cette idée que c'est intouché et une espèce d'idée un peu paradisiaque, en fait, Ouais. de l'île. Et j'imagine que c'est le cas aussi dans les descriptions d'autres îles. Et ça me fait beaucoup penser à une visite que j'ai faite récemment au Palais de la Porte Dorée à Paris, où il y a des représentations datant du début du XXe siècle, au moment où l'Empire colonial était à son apogée géographique, mais sur le déclin politique déjà, où en fait on essayait encore plus de marteler cette image que l'Empire colonial français, c'est un espèce d'Éden Oui. avec beaucoup de ressources naturelles, où la nature est très présente. Et en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve exactement ça dans nos tendances aujourd'hui, nos tendances touristiques. Et en réalité, moi, évidemment, notre sujet m'intéresse particulièrement, puisque c'est aussi mon métier d'écrire des guides, et notamment un guide sur la Réunion récemment. Et je me rends compte dans nos discussions qu'effectivement, le discours et les attentes sont très marqués par cette envie d'ailleurs, cette envie d'insister sur le soleil, la nature, etc. Et que on l'a beaucoup intériorisé. Enfin, c'est très difficile en fait de sortir de ces attentes-là si on n'a pas fait un travail de déconstruction de notre propre perception des attentes en fait des voyageurs. Là, justement, de ce que tu viens de dire, j'avais envie de revenir sur 2 points en particulier. Déjà, cette question d'Éden, j'en ai beaucoup parlé, et avant moi, c'était Karpana Marimoutou qui en parlait beaucoup, de cette idée d'Éden. Et pourquoi l'Éden? Parce que dans la Bible, l'Éden est représenté comme une terre entourée d'eau. Donc évidemment, l'idée de l'île, de l'insularité. Et ensuite, deuxième point, oui, quand tu parlais du début XXe siècle, évidemment, on peut faire des parallèles entre l'exposition universelle de 1903. Qu'est-ce qu'on faisait? On exposait à la vue de tous ce qui était différent de ce qu'on connaissait à Paris. Le but de l'exposition, c'était de montrer ce qui différait de l'Hexagone et de Paris. Et donc, on avait énormément de choses très, très clichés, très, très stéréotypées. Et c'est exactement le même mécanisme que l'on a dans les discours promotionnels. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre, je ne dis pas que c'est mal, etc. Parce que je comprends l'idée de montrer tout ce qui est différent pour vendre. Mais à un moment donné, si on veut aller vers un tourisme plus éthique pour les locaux surtout, c'est peut-être justement de montrer aussi ce qui n'est pas si différent que ça, et de montrer, justement d'arrêter de créer ces images stéréotypées, cet appareil stéréotypique, et de peut-être montrer des ressemblances. Après, évidemment, ce serait beaucoup moins glamour de montrer ça. Et je comprends bien que ça ne serait pas très vendeur, mais je sais pas, j'ai envie d'aller en Suisse, c'est pas forcément pour les montres ou les chocolats suisses, il y a aussi d'autres choses à voir que
qui ne font pas partie de tout ce folklore aussi qu'on peut voir dans ces discours promotionnels. Oui, en fait, je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser le terme de folklore parce qu'on a vraiment l'impression que à trop caricaturer ou à trop représenter que une notion d'ailleurs et une notion d'altérité et de différence, finalement, on tombe vraiment dans le folklore comme si on racontait une histoire, comme si on racontait un conte en fait, qui n'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est marrant parce qu'on venait de publier un mini-guide sur Instagram qu'on avait appelé mini-guide pour un premier voyage à La Réunion. Et on était très curieux d'avoir ton regard sur ce contenu parce que, bien sûr, nous, on le fait en toute bonne foi et on se dit c'est super de donner un petit guide aux gens qui viendraient à La Réunion pour la première fois. On a envie de leur donner des clés pour visiter l'île. Et d'ailleurs, il y a même des Réunionnais qui nous ont dit que c'était chouette d'avoir un petit guide parce qu'eux-mêmes recevaient des amis et ils savaient pas par où commencer. Donc, c'était très sympa. Mais je suis curieuse d'avoir ton regard sur quels sont les stéréotypes que peut-être on véhicule malgré nous. Qu'est-ce qui est aligné dans peut-être le discours dominant. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors, le premier constat intéressant de cette publication, c'est de voir qu'elle est partagée donc en 4 catégories pour commencer, en fonction des 4 points cardinaux du nord, ouest, sud, est. Donc là-dessus, ça correspond totalement à quelque chose qui n'est pas du tout stéréotypé pour le coup. C'est plus de l'ordre du rangement, on va dire. Donc évidemment, on va mettre en avant des bâtiments, donc des bâtiments religieux, et aussi des lieux plutôt naturels, comme les tunnels de lave, par exemple, des plages, etc. Donc, on n'a pas tant une préférence entre les hauts et les bas. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez déconstruit. Donc, vu que tu as employé le terme, je vais l'employer aussi. On a vraiment une espèce d'impression qu'on traite de la Réunion dans sa globalité et qu'on ne s'intéresse pas uniquement qu'aux littoraux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui correspond justement à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux recherches de Christian Germanaz, c'est ce regard qui se déplace du littoral vers les hauteurs de l'île. Ensuite, donc on a quelques informations donc sur les 4 coins de l'île. Ensuite, on rentre dans les 10 incontournables. Et là encore, c'est assez hétérogène, je dirais, étant donné qu'on a autant des lieux naturels et aussi donc des musées, Stella, Kélonia, le marché forain, les maisons créoles, etc. Donc on a autant des paysages, des randonnées. Donc ce sont des propositions qui peuvent s'adapter à plusieurs types de touristes aussi, parce que évidemment on a des touristes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Il y a des gens qui vont venir ici et qui vont vouloir faire beaucoup de rando. Au contraire, des gens qui préféreraient être plutôt dans des endroits calmes et privilégient le côté culturel. Donc ça peut s'adapter à tout le monde, c'est intéressant. Et on a ensuite donc le petit guide food. Et là, c'est assez intéressant parce que j'avais publié un chapitre d'ouvrage totalement dédié à la gastronomie. Donc ça Oui. me parlait vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant, donc la majorité des gens ne le savent pas, j'imagine, mais ce qu'on voit sur cette slide, ce sont principalement que des réalias. C'est-à-dire, donc comme exemple de réalia qu'on trouve sur cette publication, on voit curry, rougail, bread. On va donner au moins ces 3 termes-là. Ce sont des réalias, c'est-à-dire des mots qui ne peuvent pas être traduits.
Donc les réalia, ce sont des mots propres à une langue et à une culture. Ici, donc, on a Kari, Rougail et Bred. Ces mots-là ne peuvent pas être traduits dans une autre langue et ça donne totalement cet aspect d'exotisation de la cuisine réunionnaise. C'est-à-dire que la cuisine réunionnaise est tellement singulière qu'elle a même des mots propres à sa culture pour en parler. Donc évidemment, sur ces mots-là, il n'y a pas vraiment d'axiologie, il n'y a pas non plus de préjugés ou de stéréotypie, étant donné que ce sont vraiment des termes qu'on emploie à La Réunion. Donc il n'y a pas de problème par rapport au fait d'utiliser ces mots. Par contre, là où ça peut devenir problématique, c'est d'essentialiser la cuisine réunionnaise seulement à ça, et surtout la cuisine des Réunionnais. Est-ce que, évidemment, par exemple, on ne va pas parler d'un Réunionnais qui va se cuisiner des pâtes, des spaghettis, ou qui va s'acheter une pizza, un burger, etc. Là, tout de suite, ça rentre dans le cadre de la mondialisation et de ce que connaissent les touristes qui vont venir à La Réunion. Donc, finalement, on ne peut pas reprocher les guides de parler des caries, rougailles, etc. Mais on peut voir une essentialisation de la cuisine réunionnaise. Donc ça va un petit peu plus loin que l'exotisation. Finalement, tout ce qu'on emploie comme terme créolophone peut participer à cette exotisation, mais il y a des degrés d'essentialisation, je dirais. Et ensuite, la dernière slide, donc calendrier des événements. Là-dessus, je pense que c'est très informatif. Donc tout ce qui relève de l'informatif, je trouve que il n'y a pas vraiment d'axiologie, c'est vraiment des informations. Donc il n'y a pas vraiment de choses à en dire là-dessus. Merci beaucoup. En fait, ce qui me frappe finalement dans ce qu'on fait, et en plus j'ai moi-même une déformation professionnelle, donc je suis vraiment, en fait, je suis très contente qu'on ait cette conversation, parce que ça enrichit vraiment mes propres réflexions lorsque j'écris des choses sur l'île. Ce qui retient particulièrement mon attention, c'est finalement ce qu'on ne dit pas. Parce que je trouve que là, quand tu parles des termes qui ne peuvent pas être traduits, par exemple, et d'essentialisation, finalement, c'est pas forcément intentionnel. On se dit pas qu'on va taire le fait on se dit pas activement je ne vais parler que de ça parce que c'est ce qui plaît aux gens, mais c'est peut-être un peu intériorisé. Et oui, en fait, il y a plus ça veut dire quelque chose de ne pas mentionner le fait qu'on a aussi des fast-food, qu'on ne fait pas que de la cuisine au feu de bois, et peut-être que finalement, plus que en fait, il faut qu'on équilibre. Enfin, il faut. Oui, c'est ça. C'est dur de ne pas tomber dans le prescriptif, mais enfin, il y a pas de. Il faut pas. C'est surtout cette idée de rendre les choses un peu plus éthiques. Alors évidemment, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait que ce soit un mécanisme inconscient. Évidemment, on va mettre toujours à l'honneur les richesses réunionnaises et ce qui fait en fait la culture réunionnaise. Donc évidemment, on a envie de parler de ce qui diffère d'ailleurs, c'est normal. Par contre, là où il y aurait des points d'amélioration, on pourrait dire ça comme ça, ce n'est pas très prescriptif. Donc des points d'amélioration, c'est peut-être de montrer que effectivement, par exemple, sous la forme d'une publication Instagram, tu peux montrer sur une première slide un repas servi dans une feuille de bananier, et dans la deuxième slide, montrer un plat de spaghetti bolognaise tout à fait normal, comme en consomment des millions de personnes. Et ça me faisait penser à un compte Instagram que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yes But. Et je trouvais ça intéressant, là, pendant que tu parlais, d'avoir justement cette
de reprendre un peu le travail de cette page-là, Yes But. Et en fait, sur chaque publication, ça fonctionne en diptyque. Si les personnes qui ont écouté ce podcast ne voient pas trop de quoi je parle, vaut mieux aller voir directement, c'est très parlant. C'est de montrer vraiment quelque chose de très banal de la vie quotidienne et puis de montrer une conséquence où il y a toujours une petite chute sur la deuxième publication. Et je trouve que copier, par exemple, ce modèle de Yes But sur d'accord, bah, à La Réunion, effectivement, ça, c'est super exotique et tout, mais il y a ça qui existe aussi, tu vois. Ça nous donne une très bonne idée de publication qu'on sortira peut-être en même temps que ton épisode. Ouais. Mais carrément, je trouve ça intéressant. Et là, par exemple, l'image du pique-nique du dimanche, tu vois, sur la première publication, et tu vois au-dessus écrit dimanche. Et puis but le mercredi, une assiette de pâtes. Ouais, ça donne des idées. Ouais. C'est pas mal. Oui, carrément. Et c'est vrai que là, par rapport à la publication, le mini-guide, du coup, c'est vrai que suite à notre conversation, je me dis que, bon, bien sûr, dans une publication Instagram et sur les réseaux sociaux, enfin, tout le monde le sait, c'est des formats très courts, etc. Donc, on peut pas être exhaustif, mais on peut dire quand même des choses. Et je me dis que, peut-être que si on rajoutait une slide sur les modes de transport, par exemple, ou même juste quelque chose de plus même quotidien, au sens où en fait je vais aller un peu sur finalement une problématique qui regarde le tourisme peut-être de plus largement, mais il y a vraiment une glamourisation du voyage et du coup personne n'a envie de parler des galères, je sais pas, des galères de transport, des galères de logement. Oui, totalement. Il y a une certaine catégorie qui est en général qu'on appelle les backpackers. C'est déjà une étiquette qu'on colle sur une certaine catégorie de gens, mais bon, de voyageurs qui est un peu qui est exact ou pas, mais c'est vrai que il y a aussi tout cet aspect qui résonne aussi dans la façon dont on parle de la Réunion et puis peut-être sûrement du tourisme dans d'autres endroits exotisés, qui est du coup cet aspect un peu glamour du voyage où on montre que ce qui est beau, qui nous enrichit. Je pense qu'il y a un peu aussi ce fantasme de on va se ressourcer ou s'enrichir dans l'ailleurs, un peu comme si on ne peut pas s'enrichir autrement. Déjà, je trouve que ça dit un peu ça dans le discours, mais j'ai l'impression que ça contribue encore plus à renforcer cette tendance qu'on aurait de vouloir cacher le fait qu'il faut prendre sa voiture, que si on veut prendre les transports en commun, ça peut prendre du temps et ça veut dire passer peut-être moins de temps à visiter des choses. Il faut se préparer. C'est ça. Donc ce que tu viens de me dire, ça vient de faire surgir une idée très parlante en fait. Ce serait presque un mensonge par omission. Je ne sais vraiment pas comment catégoriser cette idée de dire que les personnes qui veulent promouvoir la Réunion, donc de manière bienveillante, etc., vont jouer sur le fait qu'on puisse passer de différents paysages en très peu de temps, en ignorant totalement la circulation et tout ce qu'on sait de cette circulation parfois très catastrophique. Comment est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'on peut passer d'un paysage à l'autre à l'heure où on met énormément de temps dans les embouteillages, par exemple. Donc là, on a conscience de cette réalité, que ça devient très difficile de sortir aux heures de pointe, etc. Mais on va passer cette information sous silence et on va préférer dire « Ah oui, non, à La Réunion, vu que l'île est petite, on peut passer de la plage aux forêts en très peu de temps. » Et on perpétue cette idée-là. Donc déjà pour ça. Et puis aussi le fait que tu parlais de glamourisation. Il y a une chercheuse qui est allée beaucoup plus loin que ça, qui parlait même de Disneylandisation du monde. Et dans cette idée de Disneylandisation, ça rejoint un peu ce que je viens d'avancer, de se dire que tout est beau, il y a aucune sensation de malaise, aucun point négatif. C'est vraiment, on met en avant tous les bons côtés en ignorant ou en niant totalement la réalité sur certains points. Donc là, sur l'exemple du trajet à La Réunion, c'est vraiment quelque chose de très important, sûrement à revoir.
même si, encore une fois, je ne suis pas dans le prescriptif. J'adore que tu dis ça, parce que je plaide coupable, du coup. Mais non, mais parce que c'est, en fait, et c'est vrai que on en a aussi parlé dans l'équipe avant de t'inviter au micro. Moi, j'avoue, j'avais un peu peur, entre guillemets, parce que je me disais, oh là là, mais en fait, si ça se trouve, j'ai fait aussi, je vais pas dire que j'ai commis des maladresses, c'est pas ça, parce que en effet c'est en toute bonne foi mais bon, et néanmoins on sait qu'on a des choses à corriger et du coup je me disais oh là là, mais peut-être que moi aussi je véhicule des choses sans me rendre compte en fait. C'est vrai que exactement cette phrase que tu viens de dire sur le fait d'omettre, en fait de passer sous silence les problématiques de transport. Moi, quand je le décris en disant qu'on peut passer de plusieurs paysages dans la même journée, je pense sincèrement que c'est possible pour quelqu'un qui est en vacances et qui a toute la journée pour aller des hauts vers les bas. Mais je me rends compte, en fait, dans ce que tu dis, que c'est vrai que je dis pas, bah ouais, mais il y a 2 heures de route en fait. Oui, c'est totalement possible d'aller à Saint-Pierre le matin et puis de terminer la journée dans l'Est, mais par contre, on va pas te prévenir effectivement sur combien de temps tu vas attendre dans les embouteillages, etc. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là où, en effet, je me rends compte qu'il y a peut-être d'autres façons de formuler et que il y a des choses, et oui, qu'il y a des choses qu'on dit pas juste parce que inconsciemment on se dit, ouais, mais si je dis ça, personne va vouloir. C'est pas personne va vouloir venir, mais c'est juste moins attrayant et du coup on n'en parle pas, quoi. Mais tout à fait, et c'est justement cette envie de bien faire justement qui crée ce mécanisme et ce biais, parce que là je pense que c'est vraiment une question d'inconscient. Je pense que par exemple voilà des Réunionnais qui sont en Hexagone et qui parlent de la Réunion, ils sont vraiment contents de pouvoir parler déjà de l'endroit d'où ils viennent, et ils vont forcément vouloir dire toutes les choses. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, qu'il manque dans l'Hexagone quand tu as vécu toute ta jeunesse à La Réunion et que tu te retrouves en Hexagone, tu as envie de parler voilà, des pique-niques, de l'ambiance, de la chaleur, etc. Et tu vas vraiment donner tous ces points positifs à la personne et tu ne penses même pas. Je pense que vraiment, il y a un mécanisme inconscient qui se met en place où l'idée ne te vient même pas de dire ah oui, par exemple là en plein hiver en Hexagone, tu vas dire que la chaleur de la Réunion te manque, mais dans ton esprit, tu vas pas avoir cette petite astérisque entre guillemets qui va apparaître dans ton esprit de dire ah oui, la chaleur me manque, mais bon, faire les trajets sans clim par exemple, ou devoir marcher sur le boulevard Sud sous 40 degrés. Enfin, il y a plein de choses surtout, je pense, quand on est dans une dynamique de nostalgie, on va toujours mettre l'accent sur le positif et totalement taire le négatif. Et ça fait partie de tous les affects, etc. Il n'y a pas de condamnation, je ne condamne personne à bien sûr. Et puis on est même, je pense que c'est très émotionnel et on est même vexé quand il y a quelqu'un qui va nous dire bah oui mais quand même il fait trop chaud ou c'est pas forcément agréable quand on est étouffé dans la salle de classe, des choses comme ça. Mais en fait on a limite même pas envie d'entendre ça, même si on sait que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La seule chose, je pense, où les gens ont des discours assez modérés, c'est vraiment par rapport au prix de la vie. Le prix de la vie à La Réunion est souvent décrié. Et là-dessus, je trouve que justement, les gens n'oublient pas que ça coûte cher de vivre à La Réunion. Ouais, il y a sans doute parce que c'est aussi un impact vraiment là pour le coup qu'on ne peut pas se permettre d'oublier en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Morgane. On arrive un peu à la fin de notre entretien, même si je pense qu'on pourrait parler encore longtemps. En tout cas, moi, j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre toutes nos réflexions, même au-delà de cet épisode. Et du coup, on arrive vers nos petites questions de fin. Oui. Et la première question, ça serait, est-ce que tu aurais des conseils de lecture, d'œuvre ou une œuvre d'art qui t'inspire particulièrement? Alors, qui m'inspire, j'ai envie de parler de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui est un ouvrage de science-fiction pour le coup. J'adore cette idée, alors que ce soit dans les livres ou dans les films, les séries. J'adore tout ce qui est huis clos et le fait de suivre un petit groupe de personnes, etc., dans des milieux très fermés, on va dire. Donc La Horde du Contrevent présente tout ce que j'aime à peu près, je pense, en science-fiction, parce qu'on va suivre les aventures de 23 personnages. Donc déjà, c'est une prouesse littéraire vraiment incroyable. La plume de Damasio est vraiment particulière. Alors, j'ai l'impression, quand je vois les avis des gens, soit on aime, soit on déteste Damasio. Donc moi, je fais partie des gens qui l'aiment beaucoup. Pour moi, je suis dans la même team. Hein. J'adore ce livre. Et Donc, j'imagine aussi qu'en tant que linguiste, ça doit être particulièrement intéressant parce que effectivement, la plume et la langue le travail de la langue est quand même très particulier. Oui, sur La Horde du Contrevent, déjà par rapport à la langue, justement, c'est cette idée d'arriver à avoir 23 voix qui ne se ressemblent pas, qui sont totalement singulières. Et en fait, quand tu arrives à la fin de l'ouvrage, tu n'as même pas besoin de te demander qui parle. En fait, tu as tellement lu et tu as tellement suivi chaque personnage qu'à la fin, tu sais très bien, juste à la façon de parler, sur qui est focus l'action, entre guillemets. Donc c'est vraiment, j'adore Alain Damasio. Là, en ce moment, je lis Les Furtifs, qui est un peu plus gros et qui est génial aussi. Bon, j'en suis qu'au début, mais voilà. Donc un de mes auteurs préférés, en tout cas, qui fait sortir un peu du cadre habituel de la littérature blanche. Et j'aurais pu parler de classiques de la littérature, etc. Mais c'est vrai que celui-là me tient particulièrement à cœur. Je pense que oui, si un jour j'arrive à écrire comme Alain Damasio, j'aurais réussi mon parcours. Je te le souhaite. Pour l'instant, justement, le deuxième ouvrage dont je voulais parler, ce serait un peu de l'autopromotion. Donc, Je t'en prie. donc c'est quelque chose d'un peu différent, étant donné que c'est un essai sur la saga littéraire et cinématographique Hunger Games. Donc, mon ouvrage est censé paraître en début 2026, donc ça ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, je ne peux pas me limiter justement à conseiller seulement Alain Damasio. Et je pense que j'ai parlé énormément d'ouvrages et aussi de séries, de films et de jeux vidéo dans cet ouvrage-là qui va sortir. Donc voilà, c'est très dur pour moi de mettre quelqu'un ou une œuvre en avant, alors que j'aime énormément de choses en fait, dans différents domaines différents en plus, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, je pense que cet essai regroupe à peu près tout ce que j'aime, donc autant sur le plan scientifique, ça s'appuie sur une analyse linguistique, mais aussi d'autres pans des sciences humaines. Il y a un peu de sociologie, un peu de sciences de l'information et de la communication, et ensuite sur le contenu en lui-même. Donc on parle évidemment de Hunger Games, mais on va parler de plein de séries, de films et de jeux vidéo différents. Tu peux nous rappeler le titre et à quel moment cet essai va sortir ?
Alors le titre, c'est encore un titre provisoire pour l'instant parce on attend encore, d'autres retours, notamment pour la couverture et cetera. Donc le titre, je ne l'ai pas encore, mais c'est publié chez Ferd Éditions. On a hâte de l'avoir entre les mains alors. J'ai hâte qu'il sorte aussi. Et je continue avec mes petites questions. On parle du créole et de la langue créole et je pense que effectivement, on n'a pas énormément parlé de la langue alors que c'est aussi un des aspects de ta recherche. Mais s'il y avait une expression créole que tu aimes particulièrement et que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Alors il y en a énormément qui me viennent en tête, que j'ai entendues depuis, ma tendre enfance. Mais celle qui, je trouve, est d'actualité, on va dire, une expression qui est d'actualité et qui est aussi construite sur quelque chose de très joli, c'est, «La langue n'a point l'oseau» et cette expression-là, déjà je l'aime beaucoup parce que c'est à la fois une métaphore et une métonymie. Donc, sur le plan de la langue en elle-même, c'est vraiment très riche. Et puis, elle représente aussi, tout ce que je n'aime pas sur internet. Elle représente les jacassements incessants sur les réseaux sociaux, par exemple, le manque d'humilité que certaines personnes peuvent avoir, le fait que sur les réseaux sociaux, maintenant, on a cette possibilité d'interagir sur tout et n'importe quoi et j'ai l'impression que certaines personnes, heu, en voulant donner leur avis, pensent que leur avis est quelque chose de valable et voilà, par exemple, sur les débats, on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi, beaucoup travaillé sur, l'espace médiatique, à La Réunion. Par exemple, sur les articles publiés dans les journaux locaux, êtes-vous pour ou contre l'apprentissage du créole à l'école? J'ai analysé presque 3000 commentaires, Facebook par rapport à cette question et on voyait que les personnes, qui répondaient donnaient un avis très subjectif. Évidemment, c'est le rôle des réseaux sociaux, mais pensaient toujours avoir raison, même si ils n'étaient pas spécialistes de la question, même si c'est vraiment un avis très personnel basé sur l'expérience et les valeurs de la personne. Donc, je pense que oui, j'ai choisi cette expression-là parce que, d'une part pour sa richesse, mais aussi pour, quelque chose, qu'on peut dénoncer aujourd'hui, je pense, à l'heure du numérique et des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. On en fait souvent l'expérience. Mais ça pourrait faire. Enfin, c'est super intéressant aussi que qu'en tant que chercheuse, tu aies aussi appuyé ton propos et ton constat et ce que tu nous dis là sur une vraie analyse en fait pour le coup de plusieurs milliers de commentaires. Et voilà, je sais plus où j'allais avec ça, mais Bah, mais après ça pourrait faire l'objet d'un épisode en entier, je pense. oui, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Après, c'est vrai que j'aime pas du tout cette, de donner une impression d'autorité, ou quoi que ce soit, hein. Je Oui, n'aime oui, je pas comprends. Oui. juger, je n'aime pas être jugée non plus. Donc, toutes ces recherches se basent vraiment d'abord sur une description soit de phénomènes, sociaux, soit de phénomènes langagiers. Donc on part vraiment d'un constat et souvent je disais à mes étudiants, je prenais l'exemple de l'image de l'entonnoir. On part de ce qu'on voit pour, affiner au fur et à mesure et avoir vraiment une rigueur scientifique, pour ne pas justement avoir des avis infondés, avoir des jugements de valeur. Encore une fois, aucune science n'est à 100% objective, mais on peut éviter des biais, par rapport à notre, perception du monde, même en tant que, phénoménologue. Donc c'est le fait de baser ses recherches sur son expérience. Moi, je m'inscris dans ce courant-là, mais ça ne veut pas dire que, j'ai une parole d'autorité par rapport à mon expérience, de ces sujets-là. Oui, je comprends. C'est important en effet de le préciser.
quel Réunionnais ou Réunionnaise, au singulier ou au pluriel, devrions-nous, selon toi, tous connaître? Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. C'est vrai que je trouve que ça se démocratise un petit peu. La science sort des murs de l'université de plus en plus, et heureusement. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment un manque de représentation et de représentativité de ce qu'est la science réunionnaise et surtout des lettres et sciences humaines à La Réunion. Donc je sais que parfois on peut chercher à interroger certains chercheurs sur certaines questions, notamment dans les journaux locaux. Mais c'est vrai que du côté de la littérature, de la linguistique, on a très peu, même de la sociologie, je vois très peu de représentation de ces collègues-là et je trouve ça tellement dommage. J'aurais vraiment une très grande liste à faire de toutes les personnes qui contribuent à mieux comprendre la Réunion et qui ne sont pas assez mis en valeur, malheureusement. Donc évidemment, je pense aux travaux de ma directrice de thèse, Mylène Lebon-Ekem, à ma collègue d'Infocom, Camilla Areas, qui travaille sur énormément de sujets, qui est spécialiste aussi de la question religieuse en Infocom. Les historiens encore, je trouve qu'on voit pas mal de choses circuler sur notamment Prosper Ève, qui est quand même une figure importante de l'histoire réunionnaise. On avait aussi pas mal de visibilité de Sudel Fuma à l'époque. Mais voilà, je devrais citer énormément de personnes au sein du LCF et même du laboratoire DIR. On a aussi des collègues en littérature qui, voilà, comme je le disais tout à l'heure, Karpana Marimoutou, qui a quand même eu l'occasion de parler au micro de France Inter, je crois, j'avais déjà vu ça, mais qui reste quand même, je trouve, très peu sollicité sur des questions, alors qu'il travaille sur les littératures à La Réunion. Donc voilà, on a énormément de personnes qui sont importantes et qui travaillent dans l'ombre finalement. Je n'ai pas envie de mettre une personne à l'honneur plus que les autres. J'aurais vraiment envie que les gens aillent d'eux-mêmes se renseigner sur le laboratoire et sur l'UFR Lettres et Sciences Humaines de l'Université de La Réunion. Ben, tu prêches pour ta paroisse, mais nous aussi, on a envie de prêcher pour cette paroisse. Tous les personnes que tu as mentionnées sont des personnes qu'on adorerait inviter au micro de Bad Carré parce que, en fait, on a vraiment envie de justement mieux comprendre la Réunion, nous aussi, et d'y contribuer à travers notre travail. Donc, j'espère qu'on exaucera ton souhait et qu'on pourra donner de la visibilité à tout ce travail qui est fait en effet parfois dans l'ombre. Et ma dernière question pour toi aujourd'hui, c'est quel conseil donnerais-tu aux jeunes générations de Réunionnais? C'est vrai que c'est assez compliqué comme question, étant donné qu'il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans, en fait. Je pense que ce que j'ai vécu durant ma vingtaine est très différent de ce que peuvent vivre des jeunes de 20 ans aujourd'hui. Depuis 2020, en fait, depuis la pandémie, etc., je trouve que ça a eu vraiment un impact sur comment on grandit les ados qui ont connu la pandémie, etc. Mais bon, si j'ai un conseil et qui ne s'adresse pas forcément qu'aux jeunes, je pense que c'est un conseil pour toutes les personnes en général, c'est vraiment de rester curieux, parce que je pense que je suis bien placée aujourd'hui pour dire que la curiosité ne paie pas dans le sens économique, mais c'est vrai que conserver sa curiosité intellectuelle, ça permet de mieux comprendre certaines choses, de mieux comprendre certains phénomènes d'actualité, etc. Mais ça permet aussi de mieux supporter la vie, finalement, parce que c'est vrai qu'on vit des temps qui sont quand même assez compliqués. Voilà, de rester curieux, de continuer à lire, à regarder des films, à aller faire la démarche d'aller au cinéma, même si
encore une fois, économiquement, ça peut être compliqué, mais c'est vrai que ça, c'est une dimension très particulière. La démarche d'aller au cinéma n'est pas la même que la démarche de lancer Netflix. C'est différent et ça apporte énormément de choses, je trouve. Et donc le conseil que j'aurais, c'est vraiment même si on a atteint l'âge adulte, de s'immerger de ces mondes imaginaires, donc dans le cinéma, les jeux vidéo, la littérature, et de ne jamais se fermer à tout ce que la culture peut nous apporter. Et on en sort toujours grandi, en tout cas, de tous ces contenus culturels. Merci beaucoup Morgane d'être venue et on attend avec plaisir tes travaux. Dis-nous où est-ce qu'on peut retrouver tes recherches ? Concernant mes recherches, alors moi j'ai un blog hébergé sur la plateforme Medium. Je suis active sur LinkedIn, mais il n'y a pas vraiment de référencement correct des articles. Donc je pense que le blog, c'est le moyen de rester informé de mes actualités, en tout cas. Parfait, merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup Fabienne. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!